Mon fils m'a invité à dîner. Quand je suis arrivée, il y avait des invités importants. Il m'a présenté « C'est la femme de ménage qui s'occupe de la maison ». Il m'a renié comme mes mères. J'ai fait semblant de n'avoir rien entendu et j'ai servi le thé au lait. 2 jours plus tard, il a découvert que j'avais annulé l'achat de l'appartement à 800 000 € que j'étais en train d'acheter pour lui, quand il m'a appelé en criant. J'ai toujours su que la vie avait ses ironies, mais je n'aurais jamais imaginé qu'à 58 ans, je découvrirais l'une des plus amères. Je m'appelle Hortense Christophe et pendant 3 décennies, j'ai construit un empire silencieux de sacrifices et de renoncements, tout au nom de l'amour maternel que je croyais incontestable. Chaque brique de cette construction a été scellée avec les larmes que j'ai ravalées, chaque mur érigé avec les rêves que j'ai abandonnés, et le toit couvert avec l'espoir que mon fils Ulysse reconnaîtrait un jour la valeur de tout ce que j'avais fait pour lui. Quand mon mari est mort il y a 15 ans, Ulysse n'avait que 17 ans. J'aurais pu me laisser aller au deuil. J'aurais pu me laisser emporter par la douleur qui semblait vouloir m'engloutir tout entière, mais non. Il y avait un garçon qui avait besoin de moi, qui dépendait de chaque décision que je prenais. J'ai vendu la maison où nous avions vécu tant d'années, celle qui gardait nos souvenirs les plus précieux, et j'ai déménagé dans un appartement plus petit. L'argent de la vente a été soigneusement investi. Chaque centime pensé pour l'avenir de mon fils. J'ai travaillé à 2 emplois pendant des années. Le matin, j'étais secrétaire dans un cabinet d'avocats au centre-ville. Et l'après-midi, je donnais des cours particuliers de mathématiques aux enfants du quartier. Mes pieds me faisaient mal à la fin de chaque journée. Mes mains étaient calleuses à force d'écrire et de calculer. Mais je souriais quand je voyais Ulysse étudiant dans sa chambre, concentré sur les livres que je tenais à acheter, même si cela signifiait manger des pâtes pendant une semaine entière. Quand il est entré à la faculté de gestion, j'ai ressenti une fierté qui débordait de ma poitrine. C'était comme si toutes ces années de lutte avaient enfin trouvé leur but. J'ai payé chaque mensualité, chaque livre, chaque matériel dont il avait besoin. Quand Ulysse a obtenu son diplôme, j'étais au premier rang de la cérémonie de remise des diplômes, les larmes aux yeux et le cœur explosant de bonheur. Il était mon projet le plus réussi, mon chef-d'œuvre. Dans les années qui ont suivi, j'ai aidé Ulysse à s'établir professionnellement. Quand il a voulu ouvrir sa propre entreprise de conseil, j'ai utilisé mes économies pour lui donner le capital initial. Quand il a eu besoin d'un meilleur appartement pour impressionner ses clients, j'ai hypothéqué mon appartement pour obtenir l'argent du loyer d'avance. Chaque fois qu'il demandait de l'aide, je trouvais un moyen de dire oui, même si cela signifiait serrer encore plus un budget déjà serré. Ulysse a rapidement prospéré. Son entreprise s'est développée, il a commencé à fréquenter des cercles sociaux plus élevés, à faire des affaires avec des personnes influentes. J'observais tout cela avec une profonde satisfaction, sachant que j'avais été une partie fondamentale de cette trajectoire. C'était comme voir une plante que vous avez arrosée tous les jours, finalement, porter ses fruits. Mais à mesure qu'il montait dans la vie, je remarquais que notre relation changeait subtilement. Les visites sont devenues plus espacées, les appels téléphoniques plus brefs et fonctionnels. Quand j'appelais, il semblait toujours être occupé, avait toujours une réunion importante ou un rendez-vous urgent. Je comprenais, bien sûr. Les hommes qui réussissent sont des responsabilités, ont un agenda chargé. J'étais fière d'avoir élevé un fils si dévoué à son travail. Il y a 6 mois, Ulysse m'a parlé de Xavier Mendes, la fille du docteur Olivier Mendes, un médecin réputé de la ville. Ils sortaient ensemble, et à la lueur dans les yeux de mon fils, j'ai compris que c'était sérieux. Xavier était belle, élégante, issue d'une famille traditionnelle. J'étais sincèrement heureuse qu'il ait trouvé quelqu'un de spécial, quelqu'un qui puisse compléter sa vie de succès. C'est alors que Ulysse m'a approché avec une proposition qui m'a rempli d'émotion. Il voulait acheter un appartement de luxe, un investissement de 800 000 €, et avait besoin de mon aide pour compléter l'apport initial. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai mis mon appartement en garantie à la banque, utilisé toutes mes réserves,
fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rendre son rêve possible. À l'époque, il m'avait expliqué que l'appartement serait un investissement intelligent, que la valeur ne ferait qu'augmenter, que c'était une opportunité unique. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus romantique derrière cette décision. Un homme n'achète pas un appartement de 800 000 € sur un coup de tête. Il prévoyait un avenir avec Xavier, peut-être même pensait-il au mariage. L'idée m'avait profondément ému. Pendant que les démarches d'achat avançaient, Ulysse m'a invité plusieurs fois à dîner dans son appartement actuel. C'était toujours nous deux, parlant de la vie, de ses projets, de combien il était heureux. Dans ces moments-là, je sentais que notre relation se renforçait à nouveau, que la distance de ces derniers temps n'était peut-être qu'une phase naturelle d'un fils construisant son indépendance. C'est lors d'une de ces conversations qu'il a mentionné vouloir me présenter officiellement à Xavier et à ses parents. Il a dit que c'était important pour lui que je rencontre les personnes qui devenaient partie intégrante de sa vie. J'étais ravie de l'invitation, imaginant comment serait la rencontre avec la jeune femme qui avait conquis le cœur de mon fils. J'ai passé des jours à choisir ma tenue, voulant faire bonne impression. J'ai acheté une nouvelle robe, discrète mais élégante. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai soigné mon maquillage. Je voulais que Ulysse soit fier de moi, que Xavier et sa famille voient qu'il avait une mère présente et attentionnée. J'imaginais comme ce serait gratifiant d'entendre mon fils me présenter. Peut-être raconter un peu notre histoire, comment nous avions travaillé ensemble pour en arriver là. La veille du dîner, Ulysse m'a appelé pour confirmer l'heure et me donner quelques indications pour arriver à l'adresse. Sa voix semblait différente, un peu tendue, mais j'ai mis cela sur le compte du stress naturel de quelqu'un qui présente des personnes importantes les unes aux autres. J'étais nerveuse aussi, après tout. C'était un moment significatif pour notre famille. Je suis arrivée à l'adresse à l'heure, portant une bouteille de vin coûteux que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Le restaurant était élégant, le genre d'endroit que je fréquentais rarement, mais où j'imaginais que des gens comme les Mendes se sentaient chez eux. J'ai pris une profonde respiration avant d'entrer, me préparant à l'un des moments les plus importants de ma vie de mère. En entrant dans le restaurant, mes yeux ont immédiatement cherché Ulysse. Il était à une table au fond de la salle, conversant avec animation avec 3 personnes que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est rempli de joie en le voyant si à l'aise, gesticulant en parlant, clairement confortable en compagnie de ces personnes élégantes. J'ai marché vers la table, ajustant la bandoulière de mon sac et tenant fermement la bouteille de vin. En m'approchant, j'ai pu mieux observer les invités. Il y avait un homme d'âge mûr, bien habillé, aux cheveux grisonnants et à l'allure distinguée, qui émanait une autorité naturelle. À ses côtés, une femme blonde et élégante, probablement quelques années plus jeune que moi, portait une robe discrète mais visiblement chère. Entre eux se trouvait une jeune femme brune, belle et raffinée, qui devait être Xavier. Ulysse m'a vu approcher et son visage s'est illuminé d'un sourire. Il s'est levé de sa chaise, faisant un geste pour m'appeler. J'ai souri en retour, ressentant une vague de fierté maternelle en voyant comme mon fils était bien présenté, comme il semblait sûr de lui dans cet environnement sophistiqué. Arrivé à la table, Ulysse s'est positionné à mes côtés et j'ai attendu le moment spécial de la présentation. J'ai imaginé comment il me décrirait, peut-être en mentionnant mon dur labeur, notre partenariat dans la construction de son succès, ou simplement en me présentant avec l'affection qu'une mère mérite de recevoir. « Les amis », a dit Ulysse, posant légèrement sa main dans mon dos, « voici la femme de ménage qui s'occupe de la maison. » Les mots ont frappé ma poitrine comme un coup de poing. Pendant un moment, j'ai cru avoir mal entendu, que mon esprit m'avait joué un tour cruel. Mais les regards des invités, polis mais distants, ont confirmé que j'avais entendu exactement ce que Ulysse avait dit. Femme de ménage, pas mère, pas la femme qui avait tout sacrifié pour lui, femme de ménage. L'homme aux cheveux gris a brièvement hoché la tête, dans un salut courtois mais impersonnel. « Bonsoir », a-t-il dit d'une voix grave et formelle. La femme blonde a souri poliment,
de cette façon dont les gens bien élevés sourient aux employés. Et la jeune femme brune que j'étais maintenant certaine d'être Xavier a simplement murmuré un « salut » presque inaudible, clairement mal à l'aise avec la situation. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, sentant le sol bouger sous mes pieds. 30 ans de sacrifices, de nuits blanches, de repas économisés pour payer son éducation, tout cela avait été réduit à un seul mot, femme de ménage. Le fils que j'avais élevé, que j'avais façonné avec tant d'amour et de dévouement, m'avait renié devant des personnes importantes pour les impressionner. Mais quelque chose en moi, une force que je ne savais même pas posséder, m'a empêché de m'effondrer sur place. Peut-être était-ce la fierté, peut-être était-ce la dignité que ma mère m'avait appris à toujours préserver, ou peut-être était-ce simplement le refus de donner à Ulysse la satisfaction de me voir humilié. J'ai souri, un sourire qui devait paraître naturel aux invités, mais qui m'a coûté toute ma volonté pour le maintenir. « Enchanté de vous connaître », ai-je répondu d'une voix ferme, regardant chacun d'eux droit dans les yeux. « Je peux vous apporter quelque chose? Un thé au lait, peut-être » Ulysse semblait soulagé par ma réaction, comme s'il avait craint que je ne crée une scène embarrassante. « Ce serait parfait, merci, » dit-il, évitant mon regard. « Du thé au lait pour tout le monde, s'il vous plaît. » Je me suis dirigé vers la zone de service du restaurant, demandant au serveur de préparer du thé au lait pour 4 personnes. En attendant, appuyé au comptoir, j'ai laissé la réalité de ce qui venait de se passer s'infiltrer pleinement dans ma conscience. Mon fils, le garçon que j'avais porté dans mes bras quand il était malade, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais consolé lors de ses premiers chagrins d'amour, venait de me renier publiquement. Je suis retourné à la table portant le plateau avec les tasses de thé au lait, servant chaque personne avec la même courtoisie professionnelle que Ulysse attendait apparemment de moi. L'homme aux cheveux gris, qui s'était présenté comme Dr Olivier Mendes, m'a remercié poliment. Son épouse, Xavier, a fait de même. Et Ulysse a simplement hoché la tête, comme s'il était naturel que je sois là pour le servir. Pendant tout le dîner, je suis resté en retrait, n'apparaissant que lorsqu'on me sollicitait, tenant le rôle que mon fils m'avait assigné. J'ai entendu des bribes de conversation, comprenant que Dr Mendes était un important partenaire potentiel de Ulysse, quelqu'un dont l'investissement pourrait faire passer les affaires de mon fils à un niveau supérieur. Chaque parole polie, chaque geste respectueux que Ulysse adressait au Mendes contrastait douloureusement avec le traitement qu'il m'avait réservé. Quand la soirée s'est enfin terminée et que les invités ont pris congé, Ulysse m'a accompagné jusqu'à la sortie. Un instant, j'ai pensé qu'il allait s'excuser, qu'il allait expliquer son attitude ou au moins montrer quelque gêne pour ce qu'il avait fait. Mais il a simplement dit « Merci d'être venu. C'était important que tu sois là. » Important. J'avais été importante comme employée, pas comme mère. Les 2 jours suivants, j'ai porté cette humiliation comme une plaie ouverte dans la poitrine. Chaque fois que je repensais à la scène, je ressentais un mélange de douleur et de colère qui me consumait de l'intérieur. Ulysse n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, n'a montré aucune inquiétude de savoir comment je me sentais après cet épisode dévastateur. C'est durant une de ces nuits d'insomnie, en repassant mentalement chaque détail de cette humiliation, qu'une idée a commencé à se former dans mon esprit. Ulysse m'avait utilisé une fois de plus, cette fois non seulement financièrement, mais émotionnellement, me plaçant dans le rôle de domestique pour impressionner ses futurs associés. Et soudain, je me suis souvenu de l'appartement à 800 000 €, de l'achat que j'avais rendu possible avec mon propre patrimoine. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque et annulé toute l'opération. J'ai retiré mon appartement de la garantie, annulé les prêts que j'avais demandés, défait tous les arrangements financiers que j'avais faits pour rendre possible le rêve de mon fils. Quand le conseiller m'a demandé si j'étais sûre de ma décision, j'ai répondu avec une fermeté qui m'a surprise. Absolument. Le téléphone a sonné 2 jours plus tard. C'était Ulysse, et sa voix s'était altérée d'une façon que je n'avais jamais entendue auparavant. Ce n'était plus le ton respectueux qu'il utilisait avec moi quand il avait besoin de quelque chose, ni l'affection feinte qu'il montrait quand il voulait sauver les apparences. C'était de la colère pure,
incontrôlée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il crié dès que j'ai décroché. « La banque m'a appelé en disant que tu as tout annulé. Comment as-tu pu me faire ça ?» Pour la première fois depuis des décennies, j'entendais mon fils m'appeler maman à nouveau. C'était ironique qu'il ne se souvienne de notre parenté que lorsqu'il avait besoin de quelque chose ou qu'il était furieux. J'ai respiré profondément avant de répondre, savourant ce moment de pouvoir que je n'avais jamais expérimenté dans notre relation. « J'ai fait exactement ce que tu m'as appris, Ulysse, » ai-je répondu d'une voix calme. « J'ai agi comme une employée le ferait. Et les employés ne font pas des investissements de 800 000 € pour leur patron. » Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Je pouvais presque entendre les pensées de Ulysse se réorganiser, tentant de traiter ce que je venais de dire et ses implications. Quand il a finalement reparlé, sa voix tremblait de colère contenue. « Tu ne comprends pas la gravité de ce que tu as fait, » a-t-il dit, chaque mot chargé de venin. « J'avais déjà versé un acompte pour l'appartement, j'avais déjà conclu des affaires sur la base de cet investissement. Les mandés attendent que je démontre une stabilité financière. Tu viens de tout ruiner. »« Non, » ai-je répliqué, sentant une force grandir en moi. « Tu as tout ruiné le soir où tu m'as présenté comme employé à des gens qui ne me connaissaient même pas. Tu as tout ruiné quand tu as décidé qu'avoir une mère qui a travaillé toute sa vie pour t'élever était un motif de honte. » Ulysse s'est remis à crier, parlant de responsabilité, d'engagement pris, disant que mon attitude était puérile et vindicative. Mais pour la première fois dans notre relation, j'ai raccroché au nez. Dans les jours qui ont suivi mon raccrochage brutal, une sensation étrange s'est installée dans ma vie. C'était comme si, pour la première fois en décennies, j'avais pris le contrôle d'une situation impliquant Ulysse. Ce n'était pas seulement la satisfaction d'avoir annulé le financement de l'appartement, mais quelque chose de beaucoup plus profond. C'était la découverte que j'avais encore du pouvoir, que mes décisions comptaient, même si mon propre fils avait essayé de me réduire au rôle d'une simple employée. Durant toute cette semaine, Ulysse n'a pas essayé de me contacter à nouveau. J'imaginais qu'il élaborait des stratégies, peut-être en parlant avec des avocats ou en cherchant d'autres moyens d'obtenir l'argent pour l'appartement. Je connaissais trop bien mon fils pour croire qu'il abandonnerait simplement. Son silence n'était pas de la résignation, c'était de la planification. C'est un jeudi pluvieux que j'ai reçu un appel inattendu. Le nom sur l'écran de mon portable m'a totalement surprise. Dr Olivier Mendes. J'ai hésité un moment avant de répondre. Que pouvait me vouloir l'associé de Ulysse? Peut-être savait-il que j'avais annulé le financement et appelait-il pour me convaincre de reconsidérer ma décision. Ou pire, peut-être Ulysse lui avait-il demandé d'intervenir, utilisant son influence pour faire pression sur moi. J'ai répondu avec prudence, adoptant le ton le plus neutre possible. « Allô, c'est Hortense Christophe. »« Bonjour, madame. »« Christophe, » dit la voix grave et polie du médecin. « J'espère ne pas vous déranger. Je suis Olivier Mendes. Nous nous sommes brièvement rencontrés lors du dîner avec votre fils la semaine dernière. » Mon cœur s'est emballé. Bien sûr que je me souvenais de lui, l'homme élégant, aux cheveux grisonnants, qui m'avait traité avec la courtoisie froide réservée aux employés. « Oui, docteur, je me souviens, » ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. « J'aimerais savoir si vous seriez disponible pour une conversation en personne, » a poursuivi Olivier, sa voix portant une formalité respectueuse qui m'a prise au dépourvu. « Il y a certaines questions liées aux affaires avec votre fils qui doivent être éclaircies et je pense que votre perspective serait précieuse. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, assimilant la demande. Ma perspective? Il me parlait comme si mon opinion comptait, comme si j'étais une personne importante dans l'équation des affaires de Ulysse. C'était un contraste saisissant avec le traitement que j'avais reçu lors du dîner. « Bien sûr, docteur, » ai-je finalement répondu. « Quand cela vous conviendrait-il? Que diriez-vous de demain après-midi, vers 15 heures? Je peux vous retrouver à l'endroit de votre choix, » a suggéré Olivier, maintenant ce ton respectueux qui m'intriguait de plus en plus. J'ai suggéré un thé au lait du centre-ville, un lieu neutre où je me sentirais à l'aise.
Après avoir convenu des détails, j'ai raccroché avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Que pouvait vouloir me dire Dr Olivier Mendes? Et pourquoi était-il si cordial, si différent de la froideur polie qu'il avait montrée lors du dîner? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit travaillait sans relâche, imaginant les scénarios possibles pour la rencontre du lendemain. Peut-être Olivier avait-il découvert l'annulation du financement et voulait-il comprendre mes motifs. Ou peut-être commençait-il à douter de la version que Ulysse lui avait présentée sur notre relation familiale. Le lendemain matin, j'ai apporté un soin particulier à mon apparence. J'ai choisi un ensemble discret mais élégant, un chemisier bleu marine et une jupe grise qui me donnait toujours confiance. Je ne voulais pas avoir l'air d'essayer d'impressionner, mais je ne voulais pas non plus paraître négligée. En me préparant, j'ai réfléchi à l'ironie de me préparer pour une rencontre avec un homme qui m'avait traité comme une employée à peine une semaine auparavant. Je suis arrivée au thé au lait quelques minutes avant l'heure convenue et j'ai choisi une table dans un coin plus discret. J'ai commandé un thé au lait et j'ai observé l'animation dans la rue, essayant de calmer mes nerfs. Quand j'ai vu Olivier Mendes entrer dans l'établissement, mon estomac s'est noué. Il m'a rapidement repéré et s'est dirigé vers moi d'un pas ferme et assuré. « Madame Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer, » a dit Olivier, tendant la main pour me saluer avant de s'asseoir en face de moi. Son attitude était complètement différente de celle qu'il avait eue lors du dîner. Il y avait une attention sincère dans ses yeux, un réel intérêt pour ma personne. « J'imagine que vous êtes curieux de connaître mes motifs, » ai-je commencé, décidant d'aller droit au but. Il n'y avait aucun sens à prétendre que je ne savais pas pourquoi nous étions là. Olivier a souri, un sourire qui révélait intelligence et perspicacité. En fait, Madame Christophe, je suis ici parce que certaines choses ne me semblaient pas cohérentes depuis un moment, et les événements récents n'ont fait que confirmer mes soupçons. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas complètement ce qu'il voulait dire. Olivier commanda un thé au lait au serveur et s'adossa à sa chaise, adoptant une posture plus détendue. « Voyez-vous, » poursuivit-il en entrelaçant ses doigts sur la table, « quand j'ai rencontré votre fils il y a quelques mois, il m'a présenté un profil très spécifique, un jeune entrepreneur qui réussissait avec ses propres ressources pour des investissements importants, mais certaines incohérences ont commencé à attirer mon attention. Mon cœur se mit à battre plus vite. Olivier avait-il remarqué quelque chose que Ulysse essayait de cacher? Pendant nos discussions d'affaires, Ulysse mentionnait toujours avoir une base financière solide. Mais quand je demandais des documents spécifiques, il y avait toujours des reports ou des explications vagues, expliqua le médecin, les yeux fixés sur moi. Et puis, le soir du dîner, quand il vous a présenté comme employé de maison, quelque chose m'a profondément dérangé. Je sentis ma respiration s'accélérer. « Qu'est-ce qui vous a dérangé, docteur ?» Olivier but une gorgée de son thé au lait avant de répondre. Mon épouse Xavière a l'œil très aiguisé pour les détails, Madame Christophe. Elle a immédiatement remarqué que vos vêtements, vos accessoires, votre maintien, rien de tout cela ne correspondait au profil d'une employée de maison. De plus, la façon dont Ulysse s'adressait à vous, même en essayant de maintenir la farce, révélait une intimité qui allait bien au-delà d'une relation professionnelle. Je restais silencieuse, absorbant ses paroles. Xavier avait percé à jour le mensonge de Ulysse dès le premier instant. Mais ce qui a vraiment confirmé nos soupçons, poursuivit Olivier, c'est l'appel que j'ai reçu de la banque hier, quand j'ai appris que le financement de 800 000 € avait été annulé par le garant principal et que cette personne était justement l'employé qui nous avait servi le thé au lait. J'ai compris qu'il y avait une histoire bien différente derrière tout cela. Ma main trembla légèrement en portant la tasse à mes lèvres. Olivier avait découvert la vérité. Il avait connecté toutes les pièces du puzzle que Ulysse avait tenté de construire pour l'impressionner. « Votre fils nous a menti, Madame Christophe, » dit Olivier d'une voix ferme mais pas hostile. « Et pas seulement sur votre identité. Il nous a présenté une situation financière qui ne correspond clairement pas à la réalité. Un homme qui dépend de sa mère pour garantir un financement de 800 000 €
n'est pas exactement l'entrepreneur indépendant qu'il prétendait être. Je respirais profondément, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Du soulagement que quelqu'un ait enfin vu à travers la façade que Ulysse avait construite, et de la tristesse de voir comment mon fils s'était perdu dans ses propres mensonges. Vous avez raison, docteur, admis-je finalement. Ulysse était mon fils, et je finance ses projets depuis des années. Il a du talent, il a une vision pour les affaires, mais il n'a pas encore appris à être honnête sur ses limites. Olivier hocha la tête, comme si mes paroles ne faisaient que confirmer ce qu'il avait déjà conclu. Et la présentation comme employé était une façon de cacher le fait qu'il dépend financièrement de sa mère. Exactement, répondis-je, sentant les mots sortir plus facilement que prévu. Ulysse a honte d'admettre qu'il a encore besoin de mon aide. Il préfère construire une fausse image d'indépendance plutôt que d'assumer la réalité de notre partenariat. Le médecin resta pensif quelques instants, remuant distraitement sa tasse. « Madame Christophe, puis-je vous poser une question personnelle? Pourquoi avez-vous accepté d'être présentée comme employée? Pourquoi n'avez-vous pas confronté votre fils sur le moment ?» La question me prit au dépourvu, mais je compris qu'Olivier était sincèrement intéressé à comprendre la dynamique entre Ulysse et moi. « Parce que j'aime mon fils, » répondis-je simplement, et parce que je pensais que, si je ne faisais pas de scène à ce moment-là, peut-être qu'il réaliserait seul à quel point il m'avait blessé. Mais il n'a pas réalisé, observa Olivier. Non, confirmai-je, ressentant à nouveau la douleur de cette humiliation. Il ne m'a même pas contacté pour s'excuser. Il n'a appelé que lorsqu'il a découvert que j'avais annulé le financement. Olivier se pencha légèrement en avant, montrant un intérêt sincère. Et maintenant, quel est votre plan? La question me fit réfléchir. Quel était vraiment mon plan? J'avais agi impulsivement en annulant le financement, poussé par la colère et l'humiliation. Mais maintenant, qu'est-ce que j'espérais qu'il se passe? Honnêtement, docteur, je n'ai pas de plan, admis-je. J'ai simplement atteint mes limites. J'en ai assez d'être traité comme une banque privée, disponible dès que Ulysse en a besoin, mais invisible quand il veut impressionner d'autres personnes. Olivier acquiesça avec compréhension. Je comprends parfaitement, et je dois dire que votre attitude m'a impressionné. Peu de gens auraient eu le courage de prendre une décision aussi drastique. Nous restâmes silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Olivier reprit la parole, sa voix portant une nouvelle gravité. « Madame Christophe, je dois être franc avec vous. Après avoir découvert les mensonges de Ulysse, mon épouse et moi avons décidé de ne pas poursuivre notre partenariat. Nous ne pouvons pas construire une entreprise basée sur des mensonges, et le manque d'honnêteté de votre fils nous préoccupe profondément. » J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais aussi une étrange sensation de soulagement. Ulysse avait perdu une opportunité importante à cause de ses mensonges, mais c'était peut-être la leçon dont il avait besoin. « Je comprends parfaitement votre décision, docteur, » ai-je répondu, « et je regrette que mon fils ait gâché cette opportunité. » Olivier m'a regardé d'un air pensif. « En fait, Madame Christophe, j'aimerais vous faire une proposition différente. » Mon cœur s'est emballé en entendant ces mots. Une proposition, après tout ce qui s'était passé, après que les mensonges de Ulysse aient été exposés, que pouvait bien suggérer Olivier? Une proposition? Ai-je demandé, essayant de garder une voix calme malgré la curiosité qui me dévorait. Olivier s'est légèrement penché en avant, ses yeux montrant un sérieux qui m'a fait redoubler d'attention. « Madame Christophe, pendant notre conversation, j'ai pu constater que vous avez une compréhension très claire des affaires de votre fils. Plus encore, j'ai remarqué que vous avez une vision pratique et réaliste que Ulysse n'a pas encore développée. » J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas exactement où il voulait en venir. Olivier a continué, sa voix prenant un ton plus assuré. « Mon épouse et moi avons un projet en tête depuis un certain temps. Nous voulons ouvrir un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion patrimoniale familiale. C'est un créneau en pleine croissance, particulièrement dans notre région,
où de nombreuses familles ont des entreprises bien établies, mais font face à des difficultés dans la transition entre générations. Ma respiration s'est accélérée. Il parlait de quelque chose que je connaissais intimement. Après tout, j'avais vécu exactement ces difficultés avec Ulysse ces dernières années. Vous avez une expérience pratique dans ce domaine, a poursuivi Olivier, gesticulant doucement en parlant. Vous connaissez les défis qui consistent à soutenir un fils entrepreneur. Vous comprenez les complexités financières impliquées. Et plus importante encore, vous avez appris quand il est nécessaire d'établir des limites. J'ai senti mes joues rougir légèrement. C'était étrange d'entendre quelqu'un valoriser précisément ce que Ulysse avait toujours traité comme de l'ingérence ou un contrôle excessif. « Docteur, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, » ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. « Vous suggérez que je travaille avec vous ?»« Exactement, » a confirmé Olivier, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Xavier a une formation en psychologie organisationnelle. J'ai de l'expérience en gestion d'entreprise, mais aucun de nous n'a votre perspective unique. La vision de quelqu'un qui était de l'autre côté de la table, qui a affronté les dilemmes pratiques de soutenir un fils entrepreneur. Je suis restée silencieuse quelques instants, digérant la proposition surréaliste que je recevais. Quelques heures auparavant, j'étais simplement la mère humiliée qui avait été présentée comme employée. Maintenant, ce même homme qui avait été témoin de mon humiliation m'offrait une opportunité professionnelle. Mais docteur, ai-je commencé avec hésitation, je n'ai pas de formation spécifique en conseil d'entreprise. Mon expérience est purement pratique, basée sur ce que j'ai vécu avec Ulysse. Olivier a secoué la tête, comme si mon inquiétude était sans importance. Madame Christophe, l'expérience pratique vaut beaucoup plus que la théorie quand il s'agit de relations familiales et d'affaires. Vous avez affronté des situations réelles, pris des décisions difficiles, géré les conséquences. C'est exactement le type de connaissances dont nos clients auraient besoin. J'ai pris une gorgée de mon thé au lait qui refroidissait déjà, essayant d'organiser mes pensées. La proposition était tentante mais aussi effrayante. Serais-je capable de travailler professionnellement avec quelque chose que j'avais toujours fait uniquement en tant que mère? Comment fonctionnerait ce partenariat? Ai-je demandé, décidant d'explorer l'idée plus en profondeur. Initialement, nous pensons à des cas spécifiques où les familles font face à des conflits liés au soutien financier entre générations, a expliqué Olivier, ses yeux brillants de l'enthousiasme de quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi à la question. Vous pourriez offrir des conseils basés sur votre expérience, aider d'autres parents à établir des limites saines, à reconnaître quand le soutien devient préjudiciable, tant pour eux que pour leurs enfants. L'idée a commencé à prendre sens dans mon esprit. Combien de fois, au fil des années, avais-je parlé avec d'autres mères qui faisaient face à des situations similaires à la mienne? Combien de fois avais-je entendu des histoires d'enfants adultes qui profitaient de la générosité de leurs parents, de familles détruites par des problèmes financiers non résolus? « Et Xavier, comment se sent-elle par rapport à cette idée ?» demandai-je, me rappelant cette femme élégante qui m'avait observé si attentivement pendant le dîner. Olivier sourit plus largement. C'est elle qui a suggéré en premier que nous parlions avec vous. Xavier a été très impressionnée par votre attitude ce soir-là. Elle a dit qu'elle avait rarement vu quelqu'un garder sa dignité dans une situation aussi embarrassante. Je ressentis une vague d'émotion en entendant ces mots. Xavier m'avait vu, elle avait reconnu ma force même quand je me sentais complètement humiliée. « Docteur, je dois être honnête, » dis-je, respirant profondément avant de continuer. Je suis flattée par la proposition, mais aussi un peu effrayée. Je n'ai jamais travaillé professionnellement en dehors de la maison. Je me suis toujours consacrée uniquement à la famille et aux affaires de Ulysse. Et ne voyez pas cela comme une limitation, mais comme une qualification, répondit Olivier promptement. Vous avez consacré des années de votre vie à soutenir le développement professionnel de votre fils. Vous avez appris quand aider et quand reculer, quand être flexible et quand être ferme. Ce sont des compétences que beaucoup de consultants essaient d'enseigner théoriquement, mais que vous avez développées dans la pratique.
Nous avons passé quelques minutes à discuter des détails pratiques. Olivier a expliqué que la consultation fonctionnerait initialement comme un projet pilote, servant certaines familles spécifiques que lui et Xavier avaient déjà identifiées. Mon rôle serait d'offrir des perspectives pratiques, de partager des expériences similaires, d'aider d'autres parents à naviguer dans les complexités du soutien aux enfants adultes sans compromettre leur propre stabilité financière ou émotionnelle. Il y a une famille en particulier, raconta Olivier, baissant légèrement la voix, où les parents ont déjà financé 3 entreprises différentes de leur fils, toutes échouées. Ils envisagent un 4e investissement, mais commencent à avoir des doutes. Je crois que votre perspective pourrait leur être très précieuse. L'histoire m'a profondément touché. C'était presque le reflet de ma propre situation, bien que j'ai eu plus de chance avec les investissements dans Ulysse jusqu'à présent. Et qu'en est-il de Ulysse ? Demandai-je, la question qui me tracassait depuis le début de la conversation. Comment réagirait-il s'il apprenait que je travaillais précisément dans le domaine où il me considère comme une interférence ? Olivier réfléchit un moment avant de répondre. Madame Christophe, avec tout le respect que je vous dois, je crois que c'est une préoccupation que vous devez laisser derrière vous. Ulysse a eu l'opportunité de vous traiter avec le respect que vous méritez et il a choisi de ne pas le faire. Il est temps maintenant de penser à vous-même, à vos propres besoins et aspirations. Ces paroles résonnèrent en moi de manière puissante. Pendant combien d'années avais-je placé les besoins et opinions de Ulysse au-dessus des miens? Combien de fois avais-je renoncé à faire quelque chose parce qu'il risquait de ne pas approuver? De plus, continua Olivier, si Ulysse mûrit vraiment et apprend de ses erreurs récentes, il devrait être fier de voir sa mère développer sa propre carrière. Et s'il n'y arrive pas, c'est peut-être un signe supplémentaire que vous avez pris la bonne décision en établissant des limites. Nous avons terminé nos cafés pendant qu'Olivier me donnait plus de détails sur la proposition. Il commencerait vraiment petit, avec quelques cas spécifiques, et je pourrais participer à mon propre rythme, sans pression, pour m'engager au-delà de ce qui me mettrait à l'aise. J'aimerais que vous parliez aussi avec Xavier, suggéra Olivier, tandis que nous nous préparions à partir. Elle a des idées spécifiques sur la façon de structurer nos services, et je crois que vous vous entendriez très bien toutes les deux. Quand nous nous sommes dit au revoir à la porte du thé au lait, ma tête bouillonnait de possibilités. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je pourrais avoir un but au-delà d'être simplement la mère de Ulysse, la source inépuisable de soutien financier et émotionnel. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait changé drastiquement en seulement 1 semaine. 7 jours plus tôt, j'étais une mère dévouée qui se sentait accomplie en soutenant les rêves de son fils. Aujourd'hui, j'étais une femme qui avait établi des limites claires et envisageait une nouvelle carrière professionnelle. Quand je suis arrivée chez moi, la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma sœur Nadine. J'avais besoin de parler à quelqu'un de tout ce qui se passait, et Nadine avait toujours été ma confidente la plus proche. « Hortense, quelle surprise !» dit Nadine en décrochant. « Comment vas-tu ? J'ai appris par Ulysse que vous aviez eu une discussion. » Mon estomac se noua. « Ulysse t'a parlé ? » « Il a appelé hier soir, complètement bouleversé, » raconta ma sœur, sa voix chargée d'inquiétude. « Il m'a dit que tu avais annulé un financement important et qu'il ne comprenait pas tes raisons. Il m'a demandé de te parler et d'essayer de te faire changer d'avis. » Je respirai profondément, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Même après tout ça, Ulysse n'avait toujours pas vraiment compris ce qu'il avait fait de mal. Il pensait encore que le problème était mon caprice avec le financement, pas son attitude humiliante lors du dîner. « Nadine, je dois te raconter ce qui s'est vraiment passé, » dis-je, et je passai les 40 minutes suivantes à relater tous les événements de la semaine dernière. Du dîner humiliant jusqu'à la rencontre surprenante avec Olivier cet après-midi-là. Ma sœur m'écouta en silence, ne posant que quelques questions ponctuelles pour éclaircir certains détails. Quand j'eus terminé mon récit, elle resta quelques secondes silencieuse avant de parler. « Hortense, je suis choquée,
dit-elle finalement. Je n'arrive pas à croire que Ulysse t'ait fait ça. Et cette proposition du docteur Mendes semble incroyable. Tu penses que je devrais accepter? Demandai-je, accordant beaucoup de valeur à l'opinion de Nadine. Je pense que tu devrais au moins parler avec sa femme, répondit ma sœur sans hésitation. Hortense, tu as passé toute ta vie à t'occuper de tout le monde. D'abord de papa quand il est tombé malade, puis de moi quand j'ai divorcé, et ces dernières années de Ulysse. Il est temps que tu penses mieux à toi. Les paroles de Nadine faisaient écho aux sentiments qui grandissaient en moi ces derniers jours. Peut-être était-il vraiment temps de changer, temps de construire quelque chose qui serait à moi, indépendamment des besoins ou de l'approbation de Ulysse. Ce soir-là, pendant que je me préparais pour dormir, je ressentis une paix que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. Aussi douloureux qu'ait été de découvrir comment Ulysse me voyait réellement, cette découverte avait aussi ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Le lendemain matin, je me réveillais avec une sensation différente dans la poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir plutôt qu'au poids constant de la déception. La conversation avec Olivier avait planté une graine qui ne cessait de croître dans mes pensées. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, observant le jardin à travers la fenêtre de la cuisine, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je décrochai quand même. « Bonjour, Madame Christophe, c'est Xavier Mendes », dit la voix féminine à l'autre bout de la ligne, élégante mais chaleureuse. « Mon mari m'a parlé de votre conversation d'hier. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle directement. » Mon cœur s'accéléra légèrement. « Bien sûr que non, Xavier. En fait, Olivier m'a mentionné que vous souhaitiez me parler. »« Oui, exactement, » répondit-elle, et je pus entendre un sourire dans sa voix. « Je suis très intéressée de mieux vous connaître et de discuter de notre idée. Seriez-vous disponible pour déjeuner ensemble aujourd'hui? Je connais un restaurant discret où nous pourrions parler tranquillement. » J'hésitais un instant seulement. Une partie de moi était encore en train de digérer la rapidité avec laquelle ma vie changeait, mais une autre partie, plus grande et plus déterminée, savait que je devais explorer cette opportunité. « Ce serait un plaisir, » répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Xavier suggéra un restaurant au centre-ville, connu pour son atmosphère feutrée et sa cuisine raffinée. Nous avons fixé le rendez-vous à midi, ce qui me donnait assez de temps pour me préparer convenablement et organiser mes pensées. Je choisis un tailleur discret mais élégant, voulant faire bonne impression sans en faire trop. Pendant que je me préparais, je ne pus m'empêcher de penser à l'ironie de me préparer pour une réunion d'affaires, alors que, à peine une semaine plus tôt, ma plus grande préoccupation était de choisir le bon vin pour impressionner les associés de mon fils. Le restaurant que Xavier avait choisi était petit et chaleureux, avec des tables bien espacées qui permettaient des conversations privées. J'arrivai quelques minutes avant l'heure convenue et fus conduite à une table près de la fenêtre où la lumière naturelle créait une ambiance agréable. Xavier arriva ponctuellement, portant un blazer bleu marine sur un chemisier blanc, dégageant du professionnalisme sans perdre sa féminité. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon bas, et elle portait une mallette en cuir qui suggérait qu'elle s'était sérieusement préparée pour notre conversation. « Hortense, quel plaisir de vous revoir !» dit-elle en s'approchant de la table, tendant la main pour un accueil chaleureux. « Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi, » répondis-je, sincèrement curieuse de ce qu'elle avait à dire. Après avoir passé nos commandes, Xavier entra directement dans le vif du sujet, mais d'une manière qui me mit immédiatement à l'aise. « Avant de parler affaires, je tenais à vous dire à quel point j'ai été impressionnée par votre attitude ce soir-là, » commença-t-elle, ses yeux reflétant sa sincérité. « La façon dont vous avez maintenu votre dignité dans une situation aussi embarrassante était remarquable. » Je sentis mes joues rougir légèrement. « Merci, mais je dois avouer qu'intérieurement, je me sentais plutôt humiliée. Et c'est précisément pour cela que votre réaction était si impressionnante, » poursuivit Xavier en se penchant légèrement en avant. « N'importe qui aurait eu le droit de faire une scène, de confronter Ulysse sur place. Mais vous avez choisi de garder votre sang-froid
et de gérer la situation de manière stratégique. Son observation m'a fait réfléchir à ma propre réaction. À l'époque, j'avais agi plus par instinct que par stratégie, mais il y avait peut-être une sagesse inconsciente dans mon choix. Olivier m'a parlé de votre expérience avec Ulysse au fil des années, continua Xavier, ouvrant son dossier et en sortant quelques feuilles bien rangées. Et aussi de la façon dont vous avez décidé d'établir des limites claires quand vous avez réalisé que le soutien devenait nocif. J'observais tandis qu'elle organisait les papiers sur la table, remarquant qu'elle s'était méticuleusement préparée pour notre conversation. « Hortense, puis-je être totalement franche avec vous ?» demanda-t-elle en me regardant droit dans les yeux. « Je vous en prie, je préfère cela, » répondis-je, appréciant son approche directe. Olivier et moi avons observé un schéma très spécifique dans notre région, commença-t-elle, sa voix prenant un ton plus professionnel. Beaucoup de familles disposant de ressources financières considérables font face à des dilemmes similaires aux vôtres. Des parents qui ont bâti un patrimoine solide, des enfants adultes qui dépendent excessivement de ce soutien, et des relations familiales qui se détériorent à cause de questions financières mal résolues. J'acquiesçais, reconnaissant immédiatement le schéma qu'elle décrivait. Pendant les années où je soutenais Ulysse, j'avais rencontré plusieurs familles dans des situations similaires. Ce qui nous frappe le plus, poursuivit Xavier, c'est que ces parents ont rarement quelqu'un à qui ils peuvent parler ouvertement de ces questions. C'est un sujet trop délicat pour des amis occasionnels, mais aussi trop personnel pour des conseillers financiers traditionnels. Elle avait raison. Pendant toutes ces années, j'avais navigué seul dans les complexités du soutien à Ulysse, prenant des décisions basées davantage sur l'intuition et l'amour maternel que sur des conseils spécialisés. C'est là qu'intervient notre proposition, dit Xavier, pointant l'un des documents qu'elle avait apporté. Nous voulons créer un service de conseil qui combine expertise technique en gestion patrimoniale et expérience pratique des dynamiques familiales. Elle me montra une ébauche du fonctionnement du cabinet de conseil. Olivier apporterait son expérience en gestion d'entreprise, Xavier sa formation en psychologie organisationnelle, et moi j'apporterai la perspective unique de quelqu'un ayant vécu ces défis dans la pratique. Mais comment cela fonctionnerait-il concrètement ? Demandai-je, essayant encore de visualiser mon rôle dans ce partenariat. Imaginez une famille où les parents ont financé plusieurs entreprises de leur fils. Toutes sans succès, expliqua Xavier, utilisant un exemple pratique. Ils nous consultent car ils sont divisés sur un nouvel investissement. Olivier analyserait la viabilité financière du projet, j'évaluerai les dynamiques psychologiques en jeu et vous partageriez votre expérience sur les signaux d'alerte que vous avez appris à reconnaître. L'idée commençait à prendre encore plus de sens. J'avais effectivement développé une sorte d'intuition sur quand le soutien était véritablement nécessaire et quand il devenait préjudiciable. Il y a aussi la question de la communication, ajouta Xavier. Beaucoup de parents ne savent pas comment établir des limites sans donner l'impression d'abandonner leurs enfants. Votre expérience récente montre qu'il est possible d'être ferme tout en maintenant l'amour et le respect. Notre déjeuner arriva, mais la conversation continua à couler naturellement pendant que nous mangions. Xavier me parla de quelques cas spécifiques qu'ils avaient déjà identifiés comme clients potentiels. Il y a une famille en particulier qui m'a fait immédiatement penser à vous, dit-elle, coupant délicatement son saumon. Les parents ont déjà investi plus de 2 millions dans différents projets de leur fils ces 5 dernières années. Maintenant, ils demandent 500 000 de plus pour une opportunité unique, mais ils commencent à avoir des doutes. L'histoire faisait douloureusement écho à ma propre expérience. Et quelle est leur situation actuelle ? Ils sont complètement perdus, répondit Xavier en secouant la tête. Le père veut dire non, mais la mère a peur que cela détruise leur relation avec leur fils. Pendant ce temps, leur mariage souffre à cause de cette tension constante. Je reconnus immédiatement les sentiments qu'elle décrivait. Pendant des mois, j'avais lutté avec des dilemmes similaires, me demandant toujours si j'étais une mère aimante ou une facilitatrice nuisible.
Comment aborderiez-vous une situation comme celle-ci? Demanda Xavier, visiblement intéressé par mon point de vue. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. D'abord, je les aiderai à comprendre que poser des limites ne signifie pas un manque d'amour. En fait, cela peut être la plus grande démonstration d'amour que nous puissions offrir à un enfant adulte. Xavier hocha la tête, prenant quelques notes dans un petit carnet. Je leur parlerai aussi de la différence entre soutenir un rêve et financer une dépendance, poursuivis-je, me sentant plus confiante en articulant des pensées développées au fil des années d'expérience. Quand le soutien empêche l'enfant de développer ses propres capacités de résolution de problèmes, il cesse d'être bénéfique. Exactement, dit Xavier, ses yeux brillants d'enthousiasme. C'est ce genre de perspective pratique dont nos clients auraient besoin d'entendre. Nous avons passé le reste du déjeuner à discuter des détails plus spécifiques sur le fonctionnement du conseil. Xavier a expliqué qu'il commencerait avec quelques cas pilotes, me permettant de m'adapter progressivement au rôle de consultante professionnelle. Il y a une chose que je dois demander, dis-je alors que nous terminions le dessert. Comment pensez-vous que Ulysse réagirait s'il apprenait ce partenariat? Xavier réfléchit un moment avant de répondre. Hortense, puis-je vous poser une question personnelle? Pendant combien d'années avez-vous basé vos décisions sur ce que Ulysse pourrait penser ou ressentir? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Probablement depuis qu'il est devenu adulte, ai-je admis, reconnaissant cette douloureuse vérité. Et comment cela a-t-il fonctionné pour vous deux? Demanda-t-elle doucement. Visiblement pas très bien, répondis-je avec un sourire amer. Sinon, il ne m'aurait pas présentée comme femme de ménage à vous. Alors peut-être est-il temps de prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous, suggéra Xavier. Si Ulysse mûrit vraiment et apprend de ses erreurs récentes, il devrait soutenir votre indépendance professionnelle. Et s'il n'y arrive pas? Elle laissa la phrase en suspens, mais je compris parfaitement ce qu'elle voulait dire. Si Ulysse ne pouvait pas soutenir ma quête d'indépendance et d'épanouissement professionnel, cela ne ferait que confirmer que ma décision d'établir des limites était la bonne. Quand nous nous sommes dites au revoir à la porte du restaurant, j'éprouvais un sentiment de but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Xavier m'a donné quelques documents à lire chez moi et a suggéré que nous nous revoyions la semaine suivante pour discuter des prochaines étapes. Hortense, dit-elle avant que nous nous séparions, je veux que vous sachiez que je suis sincèrement enthousiaste à l'idée de travailler ensemble. Je crois que vous pouvez faire une réelle différence dans la vie d'autres familles. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à la façon dont ma perspective avait complètement changé en quelques semaines seulement. Ce qui avait commencé comme l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie se transformait en une opportunité de croissance personnelle et professionnelle que je n'aurais jamais imaginée. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je construisais quelque chose qui était vraiment à moi, quelque chose qui ne dépendait pas de l'approbation ou des besoins de Ulysse. C'était une sensation à la fois libératrice et effrayante, mais surtout excitante. En rentrant chez moi après le déjeuner avec Xavier, j'ai senti une énergie renouvelée parcourir tout mon corps. J'ai posé les documents qu'elle m'avait donnés sur la table du salon et les ai observés pendant quelques minutes, assimilant encore l'ampleur de ce qui se passait dans ma vie. En quelques semaines, j'étais passée d'une mère soumise et financièrement manipulée à une femme envisageant une carrière professionnelle totalement nouvelle. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose me disait de répondre. « Allô, c'est Hortense » ai-je répondu, curieuse de savoir qui cela pouvait être. « Madame Hortense, c'est Xavier, de l'agence immobilière Christophe & Associés » dit la voix masculine à l'autre bout de la ligne sonnant légèrement nerveuse. « Avez-vous un moment pour discuter ?» Mon cœur s'est immédiatement accéléré. Xavier était l'agent immobilier responsable de l'achat de l'appartement que j'avais annulé. Bien sûr, Xavier, que s'est-il passé? Eh bien, c'est à propos de l'appartement de votre fils Ulysse, commença-t-il, visiblement mal à l'aise avec la situation. Il est venu ici ce matin, très agité, exigeant des explications sur l'annulation de l'achat.
J'ai respiré profondément, me préparant à ce qui allait suivre. Et que lui avez-vous dit? J'ai expliqué que vous, en tant que titulaire du compte et responsable du paiement, aviez tout à fait le droit d'annuler la transaction, répondit Xavier, sa voix gagnant en fermeté. Mais il a insisté qu'il y avait eu un malentendu, que madame n'aurait jamais fait cela sans le consulter. J'ai failli sourire en entendant cela. Ulysse croyait vraiment que je ne prendrais jamais une décision indépendante concernant mon propre argent. Pendant des années, il s'était tellement habitué à ma complaisance que mon attitude récente avait dû être un véritable choc. « Xavier, il n'y a eu aucun malentendu, » ai-je affirmé clairement. J'ai annulé l'achat en toute conscience et je maintiens ma décision. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne avant qu'il ne continue. Je comprends parfaitement, Madame Hortense. En fait, je voudrais vous informer que l'annulation a été traitée sans aucun problème. Comme nous étions encore dans la période de rétractation du contrat, il n'y a eu ni frais ni pénalité. J'ai ressenti un soulagement inattendu. Bien que j'étais sûre de ma décision, une petite partie de moi s'inquiétait des possibles complications légales ou financières. Il y a encore une chose, a poursuivi Xavier, hésitant légèrement. Ulysse a mentionné qu'il essaierait de renverser la décision par d'autres moyens. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais j'ai pensé que vous devriez le savoir. Cette information m'a légèrement troublée. Connaissant Ulysse, il tenterait probablement une manipulation émotionnelle ou pourrait même impliquer d'autres membres de la famille pour me pousser à changer d'avis. Merci de m'avoir prévenu, Xavier, ai-je dit, appréciant son honnêteté. Si Ulysse vous contacte à nouveau, veuillez lui faire comprendre que je suis la seule à avoir l'autorité pour prendre des décisions concernant cette transaction. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à ce que Xavier m'avait dit. La réaction de Ulysse était prévisible, mais sa mention d'autres moyens m'inquiétait. Au fil des années, il était devenu extrêmement habile à trouver des moyens d'obtenir ce qu'il voulait, particulièrement quand il s'agissait d'argent. J'ai décidé d'appeler ma sœur Nadine, qui a toujours été l'une des rares personnes de la famille avec qui je pouvais parler ouvertement. Nadine vivait dans une autre ville, mais nous restions en contact régulier et elle connaissait bien la situation avec Ulysse. « Hortense, ça fait plaisir d'entendre ta voix, » a dit Nadine en décrochant, son ton chaleureux me rassurant immédiatement. « Comment te sens-tu après tout ce qui s'est passé ?» Je lui ai raconté le déjeuner avec Xavier et la proposition de consultation, remarquant comme sa réaction était complètement différente de ce que j'aurais attendu de Ulysse. Nadine a montré un enthousiasme et une fierté sincère pour ma nouvelle orientation professionnelle. « Hortense, c'est merveilleux !» s'est-elle exclamée. « Tu as toujours eu une intuition incroyable pour les questions familiales et financières. Tu te souviens quand tu m'as conseillé sur les problèmes avec Junior il y a quelques années? Je m'en souvenais. Le fils de Nadine avait traversé une phase difficile à l'université, dépensant excessivement et manquant les cours. Mes conseils sur l'établissement de limites claires et de conséquences réelles avaient aidé Nadine à gérer efficacement la situation. Mais maintenant, je suis inquiète de la réaction de Ulysse, ai-je admis, lui racontant l'appel du courtier. Il a mentionné qu'il essaierait de renverser ma décision par d'autres moyens. Nadine est restée silencieuse un moment avant de répondre. « Hortense, puis-je te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre? S'il te plaît, sois franche avec moi, » ai-je demandé, sachant que Nadine me donnerait toujours son opinion honnête. « Ulysse a 32 ans, » a-t-elle commencé, sa voix prenant un ton plus sérieux. À cet âge, la plupart des gens ont déjà établi leur indépendance financière et émotionnelle. Le fait qu'ils dépendent encore autant de toi est plus important encore. Le fait qu'ils se sentent en droit de le faire suggère que tu as peut-être facilité ce comportement pendant trop longtemps. Ces paroles faisaient mal, mais je savais qu'elles étaient vraies. Pendant des années, j'avais justifié mon soutien constant comme de l'amour maternel, mais peut-être avait-il été plus nuisible que bénéfique. Je sais que c'est difficile à entendre, a poursuivi Nadine doucement. Mais en tant que ta sœur et quelqu'un qui t'aime, je dois te dire que je suis fière de toi d'avoir enfin établi des limites. Et si Ulysse ne peut pas l'accepter,
c'est peut-être le moment pour lui d'apprendre quelques leçons importantes sur la responsabilité personnelle. Nous avons passé quelques minutes de plus à parler de la situation et Nadine m'a offert tout son soutien pour tout ce dont j'aurais besoin. Quand j'ai raccroché, je me sentais plus forte dans ma décision. J'ai décidé d'utiliser le reste de l'après-midi pour lire les documents que Xavier m'avait donnés. C'était des études de cas sur des dynamiques familiales complexes, des articles sur la gestion patrimoniale et quelques exemples de comment la consultation pourrait fonctionner en pratique. L'un des cas a particulièrement attiré mon attention. Il concernait une famille où les parents avaient financé 3 entreprises différentes pour leur fils sur une période de 5 ans, toutes sans succès. Lorsqu'ils ont finalement décidé d'arrêter d'investir, leur fils les a accusés de ne pas croire en ses rêves et a menacé de couper les ponts avec eux. La résolution du cas avait impliqué des séances familiales où chaque membre pouvait exprimer ses perspectives sans jugement. Progressivement, le fils a commencé à comprendre que le soutien financier constant avait en réalité entravé sa croissance personnelle, tandis que les parents ont appris à exprimer leur amour d'une manière qui n'impliquait pas d'argent. En lisant, je ne pouvais m'empêcher de voir des parallèles évidents avec ma propre situation. Pendant des années, j'avais exprimé mon amour pour Ulysse, principalement à travers un soutien financier, sans réaliser que cela pouvait nuire à son développement en tant qu'adulte indépendant. Mon téléphone sonna à nouveau, interrompant ma lecture. Cette fois, c'était Ulysse, et j'ai hésité avant de répondre, me préparant mentalement à ce qui allait suivre. « Maman, il faut qu'on parle de toute urgence, » dit-il sans préambule, sa voix chargée de tension. « Je suis allée à l'agence immobilière aujourd'hui et j'ai découvert que tu as vraiment annulé l'achat de l'appartement. »« Oui, Ulysse, je l'ai annulé, » ai-je répondu calmement, surprise par ma propre sérénité. « Et je ne changerai pas d'avis. »« Mais maman, tu ne comprends pas, » continua-t-il, haussant le ton. « J'avais déjà fait des plans, j'en avais déjà parlé à mes amis. Comment vais-je expliquer que ma propre mère m'a abandonné au moment où j'en ai le plus besoin ?» Le mot « abandonner » m'a frappé comme une gifle. Pendant des décennies, ma plus grande peur avait été que Ulysse se sente abandonné par moi. Mais maintenant, pour la première fois, je me demandais si c'était vraiment un abandon ou si je lui permettais enfin de grandir. « Ulysse, je ne t'ai pas abandonné, » dis-je, gardant ma voix ferme. « Au contraire, je te donne l'opportunité de trouver tes propres solutions, de développer ton indépendance. »« Indépendance ?» il a presque crié. « Maman, tu parles comme si j'étais un adolescent irresponsable. Je suis un adulte avec de vraies responsabilités. » Et c'est exactement pour cela que tu dois apprendre à gérer ces responsabilités sans mon aide financière constante, ai-je répondu, ressentant une clarté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Il y eut un silence tendu avant que Ulysse ne continue, sa voix maintenant chargée d'une froideur qui m'a fait frissonner. « Maman, j'espère que tu reconsidéreras ta position. Ce serait très triste si notre relation se détériorait à cause d'argent. » La menace implicite dans ses paroles était claire, mais pour la première fois, je ne me sentais pas intimidée. « Ulysse, si notre relation ne peut exister que sur la base de mon soutien financier, alors peut-être est-il temps de nous interroger sur le type de relation que nous avons vraiment. » Il a raccroché sans dire au revoir, me laissant avec un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour la détérioration apparente de notre relation, mais soulagement d'avoir enfin exprimé mes sentiments honnêtement. Ce soir-là, en préparant un dîner simple pour moi-même, j'ai réfléchi aux événements de la journée. La conversation avec Xavier m'avait donné espoir concernant un avenir professionnel que je n'avais jamais imaginé, tandis que l'appel de Ulysse avait confirmé que ma décision d'établir des limites serait testée plus intensément que prévu. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais sur la bonne voie, construisant une vie basée sur mes propres valeurs et besoins, plutôt que de simplement réagir aux exigences des autres. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination renouvelée coulant dans mes veines. Les documents de Xavier étaient organisés sur la table à manger et j'avais passé une bonne partie de la nuit précédente à étudier chaque détail des cas présentés. Pour la première fois depuis des décennies, je sentais que je construisais quelque chose de véritablement mien,
quelque chose qui ne dépendait pas des approbations ou des manipulations d'autrui. Mon téléphone sonna pendant que je préparais mon thé au lait du matin. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai répondu quand même, curieuse de savoir qui cela pouvait être. « Madame Christophe, c'est Marina de la clinique du docteur Olivier », dit une voix féminine jeune et professionnelle. « Le docteur aimerait savoir si vous pourriez venir cet après-midi pour une réunion avec des clients potentiels intéressés par vos services de conseil. » Mon cœur s'accéléra immédiatement. Il y avait déjà des clients intéressés. J'avais à peine commencé à étudier les documents et Olivier organisait déjà de vraies réunions. « Bien sûr, Marina », ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme malgré l'anxiété croissante. « À quelle heure serait-ce convenable ?»« À 15 heures, si c'est possible pour vous, » dit-elle. « Ce sera dans la salle de réunion de la clinique. » Le docteur Olivier m'a demandé de mentionner qu'il s'agira d'une famille avec une situation assez complexe, similaire au cas que vous avez étudié hier. Après avoir confirmé ma présence, j'ai raccroché le téléphone avec un mélange de nervosité et d'enthousiasme. Ce serait ma première véritable expérience en tant que consultante et je voulais faire bonne impression. J'ai passé la matinée à revoir tous les documents une nouvelle fois, à prendre des notes et à préparer les questions potentielles que je pourrais poser pendant la réunion. J'ai aussi choisi soigneusement ma tenue, optant pour un ensemble élégant mais pas ostentatoire, quelque chose qui transmettrait du professionnalisme sans intimider. Arrivé à la clinique pile à 15 heures, j'ai été accueilli par Marina, une jeune femme sympathique qui m'a conduite jusqu'à la salle de réunion. Olivier était déjà là, conversant discrètement avec un couple qui semblait avoir la cinquantaine. La tension dans l'air était palpable. « Hortense, quelle bonne chose que vous soyez arrivée », dit Olivier en se levant pour me saluer. « J'aimerais vous présenter Monsieur Henri Silva et son épouse Nadine. » Henri était un homme de taille moyenne, aux cheveux gris bien soignés et une expression de profonde fatigue dans les yeux. Nadine paraissait plus jeune que son mari, mais son visage portait des signes évidents de stress prolongé. « C'est un plaisir de vous rencontrer », dis-je en serrant la main du couple et remarquant que Nadine gardait ma main quelques secondes de plus, comme si elle cherchait une forme de connexion ou d'espoir. Olivier nous invita à nous asseoir autour de la table de réunion et je pus immédiatement percevoir la dynamique tendue entre le couple. Henri maintenait une posture rigide, tandis que Nadine semblait au bord des larmes. « Madame Christophe », commença Henri, sa voix chargée de frustration contenue. « Dr Olivier nous a dit que vous avez de l'expérience avec des situations familiales complexes impliquant des questions financières. » « Oui, j'ai récemment géré quelques situations délicates, » répondis-je prudemment, choisissant de ne pas entrer dans les détails de ma propre expérience personnelle. Nadine se pencha légèrement en avant, ses mains entrelacées sur la table. « Notre situation concerne notre fils Gaspard, 28 ans, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Ces 5 dernières années, il nous a déjà demandé notre aide financière pour ouvrir 3 commerces différents. » Henri soupira profondément avant de poursuivre l'explication de son épouse. D'abord, ce fut une boutique de vêtements qui a fermé en 8 mois, puis une entreprise de livraison qui n'a duré que 4 mois. Et maintenant, il veut que nous financions un restaurant. « Et vous avez financé les entreprises précédentes ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse à voir l'expression de regret sur leur visage. « Complètement », admit Henri, passant la main dans ses cheveux. « Nous avons dépensé nos économies pour la retraite, contracté des prêts, et maintenant Gaspard dit que cette fois ce sera différent, qu'il a appris de ses erreurs précédentes. » Nadine commença à pleurer discrètement. « Nous aimons notre fils, Madame Christophe, mais nous ne savons plus quoi faire. Il devient furieux quand nous suggérons qu'il devrait peut-être d'abord trouver un emploi traditionnel, gagner de l'expérience. » J'observais le couple pendant quelques instants, voyant clairement les parallèles avec ma propre situation avec Ulysse. La différence était que Henri et Nadine étaient encore au milieu du cycle destructeur que je venais de briser. Comment Gaspard réagit-il quand vous établissez des limites ou refusez ses demandes ? Demandai-je, suspectant déjà la réponse.
Henri et Nadine échangèrent un regard lourd de sens avant que Henri ne réponde. Il nous accuse de ne pas croire en lui, de ne pas l'aimer assez. Parfois, il reste des semaines sans nous parler. Et cela vous fait céder à ses demandes, poursuivis-je, gardant ma voix douce mais directe. Toujours, admit Nadine, séchant ses larmes avec un mouchoir en papier. Nous ne supportons pas l'idée de le perdre, qu'il pense que nous ne le soutenons pas. Olivier, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la conversation, se pencha en avant. Hortense, voudriez-vous partager votre perspective sur cette situation? Je respirais profondément, organisant mes pensées. C'était ma chance d'appliquer tout ce que j'avais appris, tant à travers les documents d'études que ma propre expérience douloureuse. Henri, Nadine, commençai-je, choisissant mes mots avec soin. Avez-vous déjà considéré la possibilité que votre soutien financier constant puisse, en réalité, nuire à Gaspard plutôt que l'aider? Henri fronça les sourcils, visiblement confus par ma question. Comment ça? Nous essayons d'aider notre fils à réaliser ses rêves. Je comprends parfaitement cette intention, répondis-je, me rappelant combien de fois j'avais utilisé le même argument pour justifier mon soutien à Ulysse. Mais analysons les résultats pratiques. En 5 ans et 3 tentatives. Gaspard a-t-il développé de réelles compétences en gestion d'entreprise? A-t-il appris à gérer les échecs de manière constructive? A-t-il développé de la résilience ou une responsabilité financière? Nadine arrêta de pleurer et me regarda avec une attention renouvelée. En fait, il semble devenir de plus en plus dépendant de notre aide, pas moins. Exactement, ai-je confirmé, me sentant plus confiante dans mon analyse. Quand nous protégeons constamment quelqu'un des conséquences de ses choix, nous l'empêchons de développer les compétences nécessaires pour faire face aux vrais défis. Henri a croisé les bras, son expression montrant de la résistance à cette idée. Mais Madame Christophe, Gaspard est notre fils. Comment pouvons-nous simplement l'abandonner quand il a besoin d'aide? Personne ne suggère l'abandon, ai-je clarifié rapidement. Je parle de redéfinir la façon dont vous exprimez votre amour et votre soutien. Le véritable amour signifie parfois permettre aux gens d'affronter les conséquences de leurs choix pour qu'ils puissent grandir. Olivier a saisi l'occasion pour intervenir. Henri, Nadine, Madame Christophe a un point très valable. En médecine, nous savons que lorsque nous protégeons excessivement le système immunitaire d'une personne, il devient plus faible, pas plus forte. Nadine s'est tournée vers son mari, son expression montrant une compréhension grandissante. Henri, tu te souviens de ce que le psychologue a dit il y a 2 ans? Que nous étions peut-être en train de créer un schéma de dépendance. Oui, mais à l'époque, nous pensions qu'il était trop dur avec Gaspard, a murmuré Henri, sa résistance commençant à s'estomper. Et si nous essayions une approche différente cette fois-ci, ai-je suggéré, sentant que je gagnais du terrain? Et si, au lieu de financer une autre entreprise, vous offriez un soutien émotionnel et des conseils pendant que Gaspard cherche ses propres solutions financières? Mais il sera furieux contre nous, a protesté Nadine, la peur évidente dans sa voix. Probablement, ai-je admis honnêtement. Et cette colère initiale peut être intense et inconfortable pour vous. Mais considérez ceci. La colère de Gaspard face aux limites que vous établissez est-elle plus importante que sa croissance personnelle à long terme? Henri s'est resté silencieux pendant plusieurs minutes, visiblement en train de traiter tout ce qui avait été discuté. Finalement, il m'a regardé avec une expression plus ouverte. Madame Christophe, si nous décidons de suivre cette approche, comment gérons-nous la culpabilité? Comment savons-nous que nous faisons la bonne chose? La culpabilité est naturelle et attendue, ai-je répondu, me souvenant de mes propres sentiments après avoir annulé l'achat de l'appartement de Ulysse. Vous avez passé des années à associer le soutien financier à l'amour parental. Changer cette dynamique va initialement générer un inconfort émotionnel. Mais il y a des signes qui peuvent indiquer si vous êtes sur la bonne voie. Ai-je continué, me sentant de plus en plus confiante dans mon rôle de consultante.
Si Gaspard commence à chercher des solutions indépendantes, s'il montre plus de résilience face aux défis, si votre relation devient moins basée sur l'argent et plus sur une véritable connexion émotionnelle, alors vous saurez que vous faites des progrès. Nadine s'est essuyé les yeux à nouveau, mais cette fois son expression montrait de la détermination plutôt que du désespoir. Et s'il coupe vraiment le contact avec nous, s'il met ses menaces à exécution, c'est une possibilité réelle, ai-je admis, décidant d'être complètement honnête avec eux. Mais considérez ceci, si la seule façon de garder Gaspard dans vos vies est à travers le chantage émotionnel et la dépendance financière, quel type de relation avez-vous vraiment avec lui? Olivier a observé l'interaction avec un intérêt professionnel, prenant occasionnellement des notes sur un bloc qu'il gardait devant lui. Il y a une chose de plus que j'aimerais partager avec vous, ai-je dit, décidant d'utiliser ma propre expérience comme exemple. Récemment, j'ai vécu une situation similaire avec mon propre fils adulte. Quand j'ai finalement établi des limites financières claires, il a réagi exactement comme vous craignez que Gaspard réagisse. « Et qu'est-il arrivé ?» a demandé Nadine, se penchant en avant avec un intérêt sincère. Il était furieux, m'a accusé de ne pas l'aimer, a menacé de couper les ponts, ai-je relaté, surprise de constater qu'il était plus facile d'en parler maintenant. Et pendant quelques jours, je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. « Mais vous avez maintenu votre position ?» a demandé Henri. « Oui, » ai-je confirmé. Et bien que notre relation ait traversé une période difficile pour la première fois depuis des années, je sens que je suis honnête avec moi-même et avec lui sur ce qui constitue une relation saine. La réunion s'est poursuivie pendant encore 40 minutes, durant lesquelles nous avons développé un plan spécifique pour que Henri et Nadine le mettent progressivement en œuvre. Ils quitteraient la clinique avec des stratégies concrètes pour établir des limites avec Gaspard, des moyens de gérer leur propre culpabilité et anxiété, et un calendrier pour réévaluer les progrès. Lorsque le couple a finalement pris congé, me remerciant à plusieurs reprises pour mes conseils, j'ai ressenti une satisfaction profonde que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. J'avais vraiment aidé deux personnes à naviguer dans une situation complexe, en utilisant à la fois des connaissances théoriques et l'expérience personnelle. Olivier est resté dans la salle après le départ de Henri et Nadine, un sourire satisfait sur son visage. « Hortense, c'était une performance impressionnante, dit-il en fermant son carnet. Tu as démontré exactement la combinaison d'empathie et de fermeté que ces situations exigent. Merci Olivier, ai-je répondu, digérant encore l'intensité émotionnelle de la séance. C'était plus difficile que prévu, mais aussi plus gratifiant. Et ce n'est que le début, dit-il, son expression montrant un enthousiasme sincère. J'ai déjà 3 autres familles intéressées par tes services. Il semble qu'il y ait une vraie demande pour ce type de conseil spécialisé. En quittant la clinique cet après-midi-là, j'ai senti que j'avais franchi un seuil important dans ma vie. Je n'étais plus simplement une mère qui avait appris à poser des limites avec un enfant manipulateur. Je devenais une professionnelle capable d'aider d'autres familles à naviguer dans des défis similaires. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait rempli de possibilités authentiques et significatives. 6 mois plus tard, je me trouvais dans mon nouveau bureau, situé dans une élégante pièce du même immeuble que la clinique d'Olivier, en train d'organiser les rapports de nos cas les plus récents. Le cabinet de conseil avait dépassé nos attentes les plus optimistes et j'avais du mal à croire la transformation que ma vie avait subie depuis cette soirée humiliante au restaurant. Xavier est entré dans la pièce, portant 2 tasses de thé au lait et un sourire satisfait. « Hortense, je viens de recevoir un appel de la famille Oliveira, » dit-elle en posant une des tasses sur mon bureau. « Ils voulaient te remercier encore pour les conseils que tu leur as donnés il y a 3 mois. » J'ai souri, me rappelant le cas complexe des Oliveira. Le fils avait demandé de l'argent pour sa 5e entreprise consécutive, et les parents étaient complètement perdus sur la façon de procéder. Après nos séances, ils avaient trouvé le courage d'établir des limites claires, offrant un soutien émotionnel plutôt que financier. « Comment va Pedro ?»
ai-je demandé, faisant référence au fils des Oliveira. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de marketing et économise pour ouvrir sa propre entreprise, répondit Xavier, ses yeux brillants de satisfaction. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas demandé d'argent à ses parents. En fait, il a emmené sa mère dîner pour son dernier anniversaire. Ces histoires de réussite étaient devenues la partie la plus gratifiante de mon travail. Voir des familles reconstruire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière me donnait un sentiment de but que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Olivier est apparu à la porte du bureau, tenant quelques documents et arborant cette expression pensive que j'avais appris à reconnaître quand il avait quelque chose d'important à discuter. « Hortense, Xavier, vous avez quelques minutes? J'aimerais vous parler d'une proposition intéressante que j'ai reçue aujourd'hui. » Nous nous sommes réunis dans la salle de conférence, où Olivier a étalé les documents sur la table. « Une université privée de la région nous a contactés, expliqua-t-il en montrant les papiers. Ils veulent développer une formation continue sur les dynamiques familiales et la gestion patrimoniale. Et ils aimeraient que notre cabinet soit responsable du contenu pratique. Mon cœur s'est accéléré en entendant la proposition. L'idée d'enseigner à d'autres les connaissances que j'avais acquises de manière si douloureuse était à la fois excitante et effrayante. Ce serait un cours semestriel, continua Olivier, observant nos réactions, destiné principalement aux professionnels qui traitent avec des familles dans des situations similaires à celles que nous gérons. Des psychologues, des avocats, des conseillers financiers. Xavier s'est penché en avant, clairement intéressé par la proposition. Et quel serait le rôle de chacun d'entre nous? Je couvrirai les aspects techniques de la gestion patrimoniale. Tu aborderais les questions psychologiques impliquées et Hortense partagerait les perspectives pratiques basées sur l'expérience réelle, expliqua Olivier, ses yeux se fixant sur moi. En fait, l'université a spécifiquement mentionné qu'ils sont intéressés par l'approche unique que Hortense apporte à ces situations. Je suis restée silencieuse quelques instants, digérant l'ampleur de ce qui était proposé. 6 mois auparavant, j'étais une mère humiliée qui avait été présentée comme une employée. Maintenant, une université voulait que j'enseigne à des professionnels les dynamiques familiales et complexes. « Hortense, qu'en penses-tu » demanda Xavier doucement, percevant mon hésitation. « C'est une opportunité incroyable, ai-je admis, respirant profondément. Mais ça me fait aussi un peu peur. Je ne me suis jamais imaginé en position d'enseigner professionnellement à d'autres personnes. » Olivier a souri, ce sourire encourageant, qui était devenu familier au fil des mois. « Hortense, tu enseignes aux gens depuis que tu as commencé à travailler avec nous. La seule différence serait le format et l'environnement. » Il avait raison. Au cours des derniers mois, j'avais guidé des dizaines de parents dans des situations similaires à celles que j'avais vécues, les aidant à naviguer dans les complexités du soutien aux enfants adultes sans compromettre leur propre stabilité émotionnelle et financière. Mon téléphone sonna, interrompant nos pensées. C'était un numéro que je reconnaissais, mais qui ne m'avait pas appelé depuis presque 2 mois. « Ulysse, excusez-moi, » dis-je à mes collègues, me levant de table et marchant vers un coin plus discret de la pièce avant de répondre. « Salut, maman » dit Ulysse à l'autre bout de la ligne, sa voix sonnant différemment du ton colérique qu'il avait utilisé lors de notre dernière conversation. Il y avait une qualité plus mûre, plus réfléchie dans ses paroles. « Bonjour, Ulysse » répondis-je calmement, me préparant à tout ce qui pourrait suivre. « Maman, j'aimerais te parler en personne, si possible, » continua-t-il, hésitant légèrement. « Il y a certaines choses que je dois te dire et je préfère le faire face à face. » J'étais surprise par sa demande. Ces derniers mois, Ulysse avait essayé de me contacter plusieurs fois par l'intermédiaire d'autres membres de la famille, toujours avec des messages sur mon injustice présumée ou sur la nécessité de reconsidérer ma position. Mais cette fois, quelque chose dans sa voix semblait vraiment différent. « Bien sûr, Ulysse, » répondis-je après quelques secondes d'hésitation. « Quand voudrais-tu qu'on se rencontre? Que dirais-tu de demain après-midi? Je peux passer chez toi si ça ne te dérange pas, suggéra-t-il,
sa voix portant une humilité que je n'avais pas entendue depuis des années. Nous avons fixé l'heure et j'ai raccroché avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Olivier et Xavier m'observaient avec des expressions inquiètes lorsque je suis revenu à table. « C'était Ulysse ?» demanda Xavier, qui était devenue non seulement une collègue de travail, mais aussi une amie proche durant ces mois. « Oui », confirmai-je en me rasseyant. « Il veut me parler en personne demain. Il dit qu'il a des choses à me dire. » Olivier fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?»« Honnêtement, je ne sais pas, » admis-je. Une partie de moi est curieuse d'entendre ce qu'il a à dire, mais une autre partie craint que ce ne soit qu'une autre tentative de manipulation. « Quelle que soit son intention, » dit Xavier fermement, « tu n'es plus la même personne qu'il y a 6 mois. Tu as développé des outils pour gérer ces situations de manière saine. » Elle avait raison. Les derniers mois ne m'avaient pas seulement apporté une nouvelle carrière, mais aussi une nouvelle perspective sur les relations et les limites personnelles. J'avais appris que le véritable amour ne signifiait pas céder à toutes les exigences d'une autre personne, même quand cette personne était mon propre fils. L'après-midi suivant, j'ai soigneusement rangé ma maison avant l'arrivée de Ulysse. Non par nervosité, mais parce que je voulais que l'environnement reflète la nouvelle femme que j'étais devenue. Les murs étaient décorés de certificats de formation que j'avais suivis, de photos d'événements professionnels et de quelques livres sur la psychologie familiale qui étaient devenus une partie essentielle de ma nouvelle identité. Quand la sonnette a retenti, j'ai pris une profonde respiration avant d'ouvrir la porte. Ulysse se tenait dehors, tenant un petit bouquet de fleurs et arborant une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis longtemps. Il y avait une vulnérabilité authentique dans ses yeux, une humilité qui contrastait drastiquement avec l'arrogance qu'il avait manifestée lors de nos dernières rencontres. « Salut maman », dit-il doucement, me tendant les fleurs. « Merci de me recevoir. »« Entre, Ulysse », répondis-je, acceptant les fleurs et remarquant qu'il semblait avoir légèrement maigri. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, moins présomptueuse, plus réfléchie. Nous nous sommes assis dans le salon, gardant une distance respectueuse l'un de l'autre. Ulysse regarda autour de lui, remarquant les changements dans la décoration, les nouveaux éléments qui reflétaient ma carrière émergente. « Maman, j'ai appris que tu travailles comme consultante maintenant, » commença-t-il, ses mains nerveusement entrelacées sur ses genoux. Nadine m'a parlé de ta réussite professionnelle. J'étais surprise d'apprendre qu'il avait parlé avec ma sœur de ma nouvelle vie. Oui, je travaille avec des familles qui font face à des défis similaires à ceux que nous avons traversés, répondis-je prudemment. Ulysse hocha la tête, baissant les yeux un moment avant de me regarder à nouveau. « Maman, je suis venu pour m'excuser, » dit-il, sa voix chargée d'une émotion sincère. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à notre relation, aux choses que j'ai dites et faites, particulièrement ce soir-là au restaurant. Je sentis mon cœur s'accélérer, mais je gardais une expression neutre attendant qu'il continue. Te présenter comme une employée a été l'une des choses les plus cruelles que j'ai jamais faites, continua Ulysse, les larmes commençant à se former dans ses yeux. J'étais tellement préoccupé à impressionner les Mendez que j'ai complètement oublié d'honorer la femme qui a tout sacrifié pour moi pendant toutes ces années. Ces paroles ont touché une blessure que je croyais cicatrisée, mais j'ai réalisé qu'il y avait encore une douleur résiduelle qui devait être abordée. « Ulysse, pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé, décidant que nous devions avoir une conversation complètement honnête. « Qu'est-ce qui t'a poussé à renier notre relation de cette façon ?» Il passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux que je reconnaissais depuis son enfance. « La honte, » admit-il, finalement. La honte de dépendre encore financièrement de ma mère à 32 ans. La honte de ne pas avoir réussi à construire mon indépendance comme d'autres hommes de mon âge. Alors tu as décidé qu'il valait mieux me renier plutôt que d'affronter cette réalité, ai-je demandé, gardant ma voix calme mais ferme. Oui, et c'était une décision lâche et cruelle, répondit Ulysse, trouvant le courage de me regarder directement dans les yeux. Ces derniers mois, sans ton soutien financier,
J'ai dû faire face à des vérités très difficiles sur moi-même. Je suis restée silencieuse, lui permettant de continuer. J'ai trouvé un emploi dans une petite société de conseil, poursuivit-il, sa voix gagnant en assurance. Ce n'est pas le travail de mes rêves, mais j'apprends beaucoup. Et pour la première fois depuis des années, je paie toutes mes factures sans aide extérieure. J'ai ressenti une vague de fierté maternelle, mais j'ai aussi gardé ma prudence. Et comment vis-tu cela? C'est difficile, mais gratifiant, admit Ulysse avec un sourire petit mais sincère. J'ai découvert que je suis plus capable que je ne le pensais quand je dois vraiment être indépendant. Nous sommes restés quelques minutes dans un silence confortable, digérant tout ce qui avait été dit. Finalement, Ulysse reprit la parole. « Maman, je ne suis pas ici pour demander de l'argent ou essayer de te faire changer de position. » dit-il fermement. « Je suis ici parce que je veux reconstruire notre relation basée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance financière. » Ces paroles étaient exactement ce que j'avais espéré entendre pendant toutes ces années. Mais je savais aussi que les paroles devaient être accompagnées d'actions cohérentes. « Ulysse, j'apprécie tes excuses et je suis heureuse d'apprendre tes progrès, » ai-je répondu prudemment. « Mais tu comprends que reconstruire la confiance prend du temps. »« Complètement, » répondit-il sans hésitation. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance immédiatement. J'espère seulement que tu me donneras l'opportunité de prouver que j'ai changé à travers mes actions, pas seulement mes paroles. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à parler de façon plus ouverte et honnête que nous ne l'avions fait depuis des années. Ulysse m'a parlé des défis de vivre avec un budget limité, de comment il avait appris à valoriser des réussites plus modestes mais authentiques, de comment l'absence de mon soutien financier l'avait forcé à développer des compétences qu'il n'avait jamais eu besoin d'utiliser auparavant. Quand il s'est finalement levé pour partir, il y avait une légèreté dans l'atmosphère qui n'existait plus depuis longtemps entre nous. « Maman, puis-je t'appeler la semaine prochaine ?» demanda-t-il à la porte, sa voix portant un espoir prudent. « J'aimerais maintenir un contact régulier, si tu es d'accord. »« Oui, Ulysse, » ai-je répondu, surprise par ma propre réponse. « J'aimerais cela aussi. » Après son départ, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai réfléchi à comment ma vie avait changé dramatiquement. Il y a 6 mois, j'étais une mère désespérée d'approbation, prête à accepter n'importe quel traitement pour garder mon fils près de moi. Aujourd'hui, j'étais une femme indépendante avec une carrière prospère, capable d'établir des limites saines même avec les personnes que j'aimais le plus. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Xavier. « Hortense, comment s'est passée la conversation avec Ulysse ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'une inquiétude amicale. Je lui ai raconté notre conversation, les excuses sincères de Ulysse et ma décision prudente de lui donner une chance de reconstruire notre relation. « Et concernant la proposition de l'université ?» demanda-t-elle. « As-tu eu le temps d'y réfléchir ?» J'ai souri, ressentant une clarté que je n'avais pas expérimentée le matin. « Oui, j'y ai beaucoup réfléchi, » ai-je répondu. « Et je veux accepter la proposition. »« Quelle merveilleuse nouvelle !» s'exclama Xavier. « Qu'est-ce qui t'a aidé à décider ?» La conversation avec Ulysse m'a fait réaliser quelque chose d'important, ai-je expliqué, organisant mes pensées. Pendant des années, j'ai maintenu mes connaissances et mon expérience limitée au cercle familial, réagissant toujours aux besoins des autres. Maintenant, j'ai l'opportunité de partager ce que j'ai appris de façon proactive, aidant d'autres familles avant qu'elles n'atteignent le point de crise que nous avons atteint. Dans les jours qui ont suivi, Olivier, Xavier et moi avons travaillé ensemble pour développer le programme du cours universitaire. Ma contribution serait une série de modules basés sur des cas réels où je partagerai non seulement les solutions que nous avions trouvées, mais aussi les erreurs que j'avais commises en chemin. 3 semaines plus tard, je me tenais devant une salle remplie de professionnels attentifs, me préparant pour mon premier cours en tant que professeur universitaire. Mon cœur battait rapidement, mais c'était une anxiété différente de celle que j'avais ressentie cette nuit humiliante au restaurant. C'était l'anxiété de l'attente,
de la croissance, de la possibilité. « Bon après-midi », ai-je commencé, regardant les visages intéressés devant moi. Je m'appelle Hortense Christophe et pendant les prochains mois, nous explorerons ensemble les complexités des dynamiques familiales lorsque des questions financières sont en jeu. Pendant que je parlais, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le parcours qui m'avait mené jusqu'ici. L'humiliation que Ulysse m'avait fait subir, aussi douloureuse qu'elle ait été, était devenue que le catalyseur de la plus grande transformation de ma vie. Aujourd'hui, 6 mois après cette terrible nuit, je n'étais plus seulement la mère de Ulysse Christophe. J'étais Hortense Christophe, consultante spécialisée, professeure universitaire et, plus importante encore, une femme qui avait appris que l'amour véritable exige parfois le courage d'établir des limites, même si cela cause une douleur temporaire à tous les concernés.